de m'offrir un cadeau, une maison, une villa moderne faite de verre et d'acier située juste au bord du lac d'Annecy. C'est mon propre sanctuaire. J'ai publié les photos sur Internet. J'en étais fière. Il n'a même pas fallu une journée entière pour obtenir des réactions. Mon téléphone s'est éclairé avec un message de ma mère, Laurence. Ce n'était pas des félicitations. C'était une annonce. Mon frère aîné, Alexandre, et sa femme, Marine, allaient utiliser ma nouvelle maison pour les vacances de fin d'année. Bonjour, je m'appelle Élodie. J'ai 34 ans maintenant. J'ai grandi au Vésinet. Si vous connaissez la région parisienne, vous connaissez le nom. C'est là que réside la vieille bourgeoisie. Des propriétés immenses, des familles obsédées par leur statut et une pression silencieuse et étouffante pour être parfaite. Notre maison était massive, d'une apparence stérile, une demeure contemporaine que ma mère, Laurence, entretenait comme un musée. Mon père, François, travaillait dans la gestion de patrimoine privé, le genre de travail qui consistait plus à savoir qui on connaissait au club de golf qu'à ce qu'on faisait réellement. Et puis il y avait mon frère aîné, Alexandre. Alexandre avait 4 ans de plus que moi. Dès l'instant où je suis née, il a été l'héritier, l'enfant prodige. Je n'étais pas le deuxième enfant. J'étais juste la roue de secours. Toute la maison était un sanctuaire dédié à sa gloire. Le grand salon formel, où nous n'étions jamais autorisés à nous asseoir, était dominé par les accomplissements d'Alexandre. Des trophées de tennis rutilants s'alignaient sur la cheminée, des diplômes encadrés de ses stages en finance pendaient au mur, et une immense photo de lui serrant la main d'un politicien local occupait la place centrale. C'était un musée dédié à Alexandre. Mes propres réussites étaient rangées dans quelques cartons au fond du placard d'une chambre d'amis. Mes prix de design d'expérience utilisateur, mes lettres de bourse d'études, mes rubans de première place lors de concours universitaires, tout cela restait dans le noir. J'ai appris ma place très tôt. Je me souviens de mes 16 ans. C'était censé être un moment important. J'avais prévu une petite fête avec quelques amis. Ce matin-là, je suis descendue et mes parents étaient dans la cuisine, non pas en train de préparer le petit déjeuner, mais en train de consulter des itinéraires de vol. Mon père, François, n'a même pas levé les yeux. Les plans ont changé, a-t-il dit. Nous partons pour Londres ce week-end. Alexandre a une visite préliminaire pour son choix d'université prestigieuse. Mais c'est mon anniversaire samedi, ai-je dit. Maman, Laurence a soupiré comme si j'étais incroyablement difficile. Élodie, sois raisonnable. Il s'agit de l'avenir de ton frère. Tu peux faire une fête n'importe quand. Ils sont partis ce vendredi-là. J'ai passé mes 16 ans seule à la maison en mangeant des sushis livrés. Ils n'ont jamais reprogrammé la fête. Mais ce n'était même pas le pire. Quelques années plus tard, quand j'étais à la faculté, je faisais défiler Instagram un après-midi et une photo est apparue. C'était ma mère, Laurence, debout sur le pont d'un immense paquebot de croisière, souriante avec son bras autour de mon père, François, et d'Alexandre. Il tenait des coupes de champagne avec la côte italienne en arrière-plan. La légende disait toute notre famille bien-aimée réunie pour le voyage européen d'une vie. Mon cœur a sombré. Une croisière familiale. Une croisière en Méditerranée. Et je n'étais sur aucune photo parce que je n'avais pas été invitée. Je n'en savais même rien. J'ai appelé ma mère plus tard ce jour-là en essayant d'avoir l'air naturel. Oh, waouh! La croisière a l'air incroyable. Quand avez-vous organisé ça? Il y a eu une longue pause maladroite. Oh, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix pleine d'une fausse sympathie. C'était vraiment à la dernière minute, et tu étais tellement occupée avec tes projets d'études. Nous savions que tu ne pouvais pas te libérer. Nous ne voulions pas te déranger. Me déranger. J'ai raccroché et je suis restée assise là dans ma petite chambre d'étudiante. J'avais compris. Je n'étais pas seulement oubliée. J'étais un inconvénient à gérer. Je ne faisais pas partie de la famille bien-aimée. J'étais juste la remplaçante. Mais l'incident que je n'oublierai jamais s'est produit lors d'un dîner de famille quand j'avais 24 ans. J'étais revenue pour les vacances et Alexandre venait de recevoir une promotion importante dans son premier emploi en finance.
Mon père, François, a fait un grand discours à table. Il a sorti une caisse en bois d'un grand cru classé. C'est pour toi, Alexandre, a-t-il dit. Pour célébrer un homme qui sait comment construire un héritage. Alexandre a juste hoché la tête comme s'il s'y attendait. Puis ma mère Laurence s'est tournée vers moi en tenant une seule bouteille non rafraîchie de vin blanc bon marché. L'étiquette venait d'un supermarché discount à environ 4 €. Oh, et Élodie, a-t-elle dit en me l'attendant de l'autre côté de la table. Ta tante a déposé ça la semaine dernière, mais je sais que tu ne bois pas ce genre de choses. Tu peux la prendre. J'ai juste regardé la bouteille. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Mon père était déjà plongé dans une conversation avec Alexandre sur les options d'achat d'actions. Personne n'a remarqué. Personne ne s'en souciait. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'était pas seulement de la méchanceté de leur part. C'était un système. Une nuit, je lisais un article sur les structures familiales narcissiques, et soudain, tout est devenu clair. C'est ce qu'on appelle la dynamique de l'enfant roi et du bouc émissaire. La famille a besoin d'un enfant, l'enfant roi, Alexandre, pour y projeter tous leurs espoirs et leurs réussites. Il devient le symbole de leur perfection. Mais pour maintenir cela, ils ont aussi besoin d'un bouc émissaire. C'était moi. J'absorbais tous leurs échecs, leurs frustrations et leurs insécurités. Ce n'est pas qu'ils m'oubliaient. Ils avaient besoin que je sois inférieur. Mes réussites étaient une menace pour leur système. Mon existence même servait à rendre Alexandre meilleur en comparaison. Quand j'ai enfin réalisé cela, ça a tout changé. Ou du moins, ça a commencé à changer. Je suis restée dans le groupe de discussion familiale surtout pour observer. Je ne postais jamais rien. Je faisais juste défiler les messages. C'était toujours la même chose. Ma mère postait des photos des dîners coûteux d'Alexandre et Marine. Mon père postait des messages sur les derniers contrats d'Alexandre. Puis, il y a environ 3 mois, juste avant l'achat de la maison, un message de mon père est apparu s'adressant à tout le monde. Je viens d'avoir un excellent appel avec Alexandre. Il a écrit qu'il allait conclure une autre affaire majeure. 38 ans et déjà associé dans son cabinet. Voilà à quoi ressemble une carrière stable. Il a fait une pause, puis a ajouté un second message, clairement visé vers moi. Élodie, tu as 34 ans maintenant. Quand vas-tu arrêter de t'amuser avec ta petite start-up informatique et trouver un vrai travail stable comme ton frère? Ma petite start-up informatique. J'avais été promue 2 fois, j'étais designer UX principal, gérant une équipe de 6 personnes avec un salaire dépassant largement les 100 000 €. Mais à ses yeux, j'étais toujours une enfant qui jouait à un jeu. Pendant qu'Alexandre construisait un héritage, j'ai fermé la discussion. Qu'y avait-il à dire? Il ne me voyait pas. Il ne l'avait jamais fait. Puis la start-up technologique dans laquelle j'avais mis toute mon énergie pendant 5 ans a été rachetée par une multinationale majeure. 2 semaines plus tard, un montant est apparu sur mon compte bancaire. J'ai dû le lire 3 fois. 170 000 €, ma part du bonus d'acquisition. Mon premier réflexe, le vieil instinct idiot et plein d'espoir, a été d'appeler ma famille pour leur montrer enfin que mon petit boulot informatique avait payé. Mais j'ai hésité. Je me suis souvenu du message de mon père sur la carrière stable d'Alexandre. Je me suis souvenu de la bouteille de vin à 4 € offerte par dépit. Et juste au moment où j'avais cette pensée, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Laurence m'écrivait: Élodie, Marine a une grossesse très difficile. Elle est fatiguée et émotive. Tu sais ce que c'est? J'ai vu un sac à main qu'elle adore absolument. Ce serait un merveilleux cadeau pour lui remonter le moral avant l'arrivée du bébé. Je t'envoie le lien. Il ne coûte que 3 500 €. S'il te plaît, fais-le livrer chez eux d'ici ce week-end. Merci ma chérie. J'ai juste fixé l'écran. Elle ne demandait pas. Elle ne suggérait pas. Elle m'ordonnait de dépenser 3 500 € pour un sac de créateur pour la femme de l'enfant roi, pour la famille qui m'avait donné une bouteille de vin de supermarché. Tout l'espoir que j'avais ressenti 2 minutes auparavant s'est transformé en une rage froide et dure. J'ai fermé le message.
Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mais je ne suis pas allé sur le site du sac à main. J'ai ouvert l'application immobilière que je consultais depuis des mois juste pour le plaisir. Et elle était là. La maison sur le lac d'Annecy. Des fenêtres du sol au plafond. Une immense terrasse en surplomb de l'eau. 3 chambres, modernes, propres et calmes. 600 000 €. Avec mon bonus, je pouvais payer l'apport. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai simplement fait. J'ai appelé l'agent, signé l'offre en ligne ce soir-là et transféré le dépôt le lendemain matin. C'était impulsif, imprudent et c'était la première chose que je faisais entièrement pour moi-même en 34 ans. Un mois plus tard, j'ai eu les clés. Juste avant les fêtes, j'ai posté des photos de moi sur la nouvelle terrasse tenant une coupe de champagne. Légende reconnaissante pour la vie que je construis. Mon téléphone n'a pas seulement vibré, il a explosé. Une douzaine d'appels manqués. Des SMS de François. Des SMS de Laurence. Des SMS d'Alexandre. Qu'est-ce que c'est? À qui est cette maison? Où as-tu trouvé cet argent? Et puis la convocation, un SMS de groupe de mon père. Viens à la maison maintenant. Nous devons parler. Je suis montée dans ma voiture et j'ai commencé le trajet vers le Vésinet. Et pendant que je conduisais, ce vieux sentiment familier m'a envahi. Mes mains tremblaient. J'avais l'estomac noué. Je me sentais coupable. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sentais coupable? J'étais une femme de 34 ans. Je venais d'acheter une maison avec mon propre argent. Et pourtant, conduire vers la maison de mes parents me donnait exactement l'impression que j'avais quand j'avais 12 ans, convoquée pour avoir cassé l'un des vases stupides de ma mère. C'est un tour psychologique que l'on appelle l'impuissance apprise. Quand vous passez 30 ans à vous entendre dire que vos sentiments sont mauvais, que vous êtes trop sensible, trop dramatique ou ingrate. Vous êtes conditionné, manipulé, pour croire que chaque conflit est de votre faute. Mon cœur battait la chamade. Je me sentais comme une enfant. Une partie de moi, même après tout ça, était encore cette petite fille qui espérait désespérément qu'il dirait enfin félicitations, nous sommes fiers de toi. Je me suis garée devant la maison massive et stérile où j'avais grandi. J'ai pris une grande inspiration. Je n'avais aucune idée que la petite fille qui espérait leur approbation était sur le point de disparaître. Je suis entrée dans le grand salon. C'était exactement comme dans mes souvenirs, froid, gris, comme si personne n'y vivait vraiment. Et ils étaient là, disposés sur les canapés coûteux et inconfortables comme un jury de juges. Mon père, François, était assis au centre. Ma mère, Laurence, était perchée sur le bord de son siège. Alexandre était adossé, les bras croisés, l'air ennuyé. Je me suis assise dans le seul fauteuil en face d'eux, la chaise d'interrogatoire. Le silence. Un silence lourd et froid. Mon père a parlé le premier. Sa voix n'était pas en colère. C'était pire. Elle était déçue comme si j'avais échoué à un test majeur. À qui appartient cette maison? A-t-il demandé. J'ai gardé une voix calme. Elle est à moi. Ne sois pas ridicule. Mon frère est intervenu depuis le canapé. Tu ne peux pas te payer ça. Où as-tu trouvé l'argent? J'ai regardé chacun d'entre eux. Cette petite fille en moi, qui espérait encore leur approbation, était partie. J'étais fatiguée. Je l'ai payé avec mon travail, ai-je dit froidement. La start-up pour laquelle je travaille, celle que vous m'avez dit de quitter. Elle a été rachetée et mon bonus était de 170 000 €. La pièce est redevenue silencieuse, mais cette fois ce n'était pas un silence vide. J'ai observé leur visage attentivement. J'attendais des félicitations ou un waouh, ou même un nous ne savions pas. Rien n'est venu. Au lieu de cela, j'ai vu un calcul froid s'étendre sur leurs expressions. Papa a jeté un coup d'œil à mon frère. Mon frère a regardé maman, puis il s'est penché en avant. Elle est enceinte, a-t-il dit comme si cela expliquait tout. Ta maison, elle est parfaite. La vue sur le lac serait très apaisante pour elle. Je l'ai dévisagée. De quoi parles-tu? Maman a enfin parlé. Son sourire était ce sourire cassant de gala de charité.
C'est une merveilleuse nouvelle, a-t-elle dit. Nous essayons de trouver où organiser le réveillon cette année. Nos amis ont hâte de voir une nouvelle propriété sur le lac. Ta maison est la solution parfaite. Ce sera une charmante façon de la mettre en valeur. Je ne pouvais pas parler. L'heure faite pour mettre en valeur ma maison. Et elle a continué sans me laisser placer un mot. Ton frère a raison. Elle a une grossesse très difficile. Leur maison est stressante en ce moment avec les rénovations de la chambre d'enfant et le bébé qui arrive. Ils ont besoin d'un endroit calme. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je savais ce qui allait arriver. Maman a frappé doucement dans ses mains. Ils utiliseront ta maison pour un séjour prénatal avant la naissance, et après, ce sera leur bureau permanent pour le week-end. Ton frère a besoin d'un endroit calme pour travailler loin d'un bébé qui pleure. C'est tout simplement logique. Elle m'a regardée comme si elle venait de me faire un cadeau. Tu es toute seule dans cette grande maison. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. C'est parfait. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas sollicité mon avis. Ils ont annoncé. Ils avaient écouté ma plus grande réussite professionnelle et en 30 secondes, ils avaient trouvé exactement comment la récolter pour l'enfant roi. Alors j'ai commencé à rire. Pas un petit rire, un rire tranchant et incontrôlable qui a rempli la pièce froide et vide. 34 ans de silence se sont enfin brisés. Ils ont tous regardé. Le faux sourire de ma mère a disparu. Qu'est-ce qui est si drôle? Vous, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Vous tous. Ce petit plan. Comme quand vous m'avez laissé seule à la maison pour mes 16 ans pour la visite universitaire de mon frère, ou cette croisière européenne où vous avez oublié de m'inviter. Ou quand il a eu du grand vin et moi une bouteille de supermarché. Silence. Ma mère avait l'air horrifiée. Mon père était furieux. Mon frère agacé. Vous ne me connaissez pas, ai-je dit. Vous n'avez même jamais demandé. Mon père s'est levé. Ça suffit. Si tu pars, tu coupes les ponts avec cette famille. Je me suis arrêtée à la porte. Vous avez coupé les ponts il y a des années. Vous ne l'avez simplement jamais remarqué. Je suis partie et pour la première fois je n'ai pas regardé en arrière. Dans le calme, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille n'est pas un nom. C'est un verbe. Quelque chose que l'on fait. Quelque chose que l'on voit et que l'on soutient. S'ils ne le font pas, ce sont juste des gens que vous avez connus autrefois. Ce Noël-là, j'ai enfin décidé de célébrer selon mes propres termes. Il n'y avait pas de manoir immense ou de prétentions luxueuses, juste ma maison au bord du lac, un petit groupe d'amis, mon mentor et ma grand-mère. La maison était chaleureuse et vivante, remplie de rires, de musique et de vraies conversations. J'ai posté une photo de la réunion en ligne. Ma mère a commenté « C'est gentil de voir que tu as oublié qui t'a élevé ». J'ai supprimé le commentaire et je suis retournée profiter de l'instant, me moquant de son opinion. Plus tard dans la soirée, ma grand-mère m'a prise à part. Elle m'a dit qu'elle avait toujours pris ma défense et m'a remis son testament. Tout ce qu'elle possédait me revenait. Maintenant, tu peux te créer une vie qu'ils ne pourront pas toucher, a-t-elle dit. Des mois plus tard, mes parents se sont présentés à mon travail pour me demander ma maison. J'ai dit non, c'est la dernière fois, leur ai-je dit fermement. Ne me recontactez plus jamais. Et après cela, ils ne l'ont plus fait. Une année a passé. J'étais assise au bord du lac avec ma grand-mère à mes côtés, regardant le coucher du soleil rendre l'eau dorée. Nous avons ouvert la bouteille de vin bon marché que ma mère m'avait autrefois donnée. Elle a levé son verre à la construction de ta propre vie. J'ai levé le mien au fait de se voir vraiment les uns les autres, ai-je dit. Le vin est affreux, ai-je plaisanté, et nous avons ri ensemble, le son se propageant sur le lac. Les gens me demandent si ma famille me manque. Non. On ne peut pas regretter quelque chose que l'on n'a jamais vraiment eu. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne garantissent pas toujours l'amour ou le respect. Dans de nombreuses familles, des dynamiques toxiques comme celle de l'enfant roi et du bouc émissaire s'installent dès l'enfance et se poursuivent à l'âge adulte, créant des blessures profondes.
Élodie a dû faire preuve d'un courage immense pour comprendre qu'elle n'était pas le problème, mais qu'elle servait simplement de soupape de sécurité à une structure familiale dysfonctionnelle. L'achat de sa maison n'était pas seulement une réussite financière, c'était un acte de réappropriation de son identité. Parfois, la seule façon de se reconstruire est de s'éloigner de ceux qui refusent de nous voir tels que nous sommes et de s'entourer d'une famille de cœur qui nous soutient réellement. Et vous, avez-vous déjà ressenti que vous étiez l'intrus ou le bouc émissaire au sein de votre propre famille? Comment avez-vous réussi à fixer vos limites? Partagez vos expériences dans les commentaires.